Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, mesdames et messieurs, j'aimerais profiter de cette soutenance d'HDR, pour une HDR qui s'intitule « Décrire les épidémies, comprendre les populations, une démographie du VIH en Afrique subsaharienne ». Et j'aimerais profiter de cette présentation pour replacer mon parcours de recherche depuis une quinzaine d'années dans l'évolution de la réponse et de la lutte contre le VIH, notamment en Afrique subsaharienne, et l'évolution des politiques de santé publique. C'est une histoire qui démarre avec la mesure des épidémies et qui démarre dès 1981, année de ma naissance, avec la description de cas de déficit immunitaire chez des jeunes homosexuels masculins aux États-Unis, puis en Europe. Et en 81, on va décrire ces cas comme le syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. SIDA qui est causé par un virus, le VIH, qui sera découvert en 1984 par Françoise Barré-Sinoussi et ses collègues. Il faut attendre 85-86 pour que l'on ait des premières données sur le continent africain, données qui laissent supposer que le continent est particulièrement touché par cette épidémie. Mais ce n'est qu'en 1995 que dans l'ouvrage AIDS in the World apparaîtra les premières estimations mondiales du nombre d'infections à VIH par pays. Et en Afrique subsaharienne, elles sont basées principalement sur des données de surveillance sentinelle parmi les femmes enceintes. À ce moment-là, on va caractériser les épidémies en Afrique comme des épidémies généralisées, car la prévalence, c'est-à-dire la proportion de la population qui est infectée, est largement supérieure à 1% dans l'ensemble de la population adulte. Au début des années 2000, les enquêtes démographiques et de santé, alors ce sont des enquêtes nationales représentatives en population générale. Les démographes les connaissent bien depuis le début des années 80. Et au début des années 2000, on va rajouter un module de dépistage du VIH dans ces enquêtes, ce qui va produire de nouvelles estimations de la prévalence. Et on va avoir un écart entre les estimations réalisées avec les EDS et le suivi prénatal. C'est dans ce contexte que je vais conduire une thèse de doctorat sous la direction de Benoît Ferry et dans le cadre d'un financement ANRS entre 2005 et 2007 sur les prévalences du VIH en Afrique et en comparant de manière méthodique les différentes sources et les biais de chacune de ces mesures. Et je vais montrer notamment que les enquêtes en population générale s'avèrent être de meilleures sources pour estimer le niveau des prévalences nationales. Et dans ce contexte-là, on va se rendre compte que les épidémies en Afrique de l'Est et australe sont en train d'exploser, avec des zones où la prévalence du VIH va dépasser les 15%, voire atteindre 30%. On va parler d'épidémies hyperendémiques. Et en Afrique de l'Ouest, avec ces enquêtes en population générale, on va se rendre compte qu'on avait surestimé les prévalences dans nombre de pays et que les épidémies étaient plus faibles que ce dont à quoi on s'attendait, qu'elles sont plutôt entre 2, 3, 4% et pas à 7, 8% comme on l'estimait pour certains pays. Dans ce contexte-là, où on a de meilleures estimations, il va y avoir une prise de conscience également que les épidémies sont hétérogènes au sein des territoires. Il va y avoir une demande de plus en plus forte pour avoir des estimations à des niveaux plus fins que le niveau national. Et c'est notamment mis en avant par ONU-SIDA en 2013 avec le rapport Location Location. Or, pendant ma thèse, j'avais développé une méthodologie innovante de lissage spatial à partir des EDS, avec un package R associé, qui est le package Prévert, méthodologie que j'ai améliorée par la suite avant de la publier en 2011 dans Cybergéo. Et je serai donc invité par l'ONU-SIDA en 2014 à participer à un atelier de travail international, puis serai mandé entre 2014 et 2015 pour réaliser des estimations au niveau des districts sanitaires de la prévalence dans 24 pays. Et vous avez ici une carte qui vous présente les estimations réalisées pour 16 de ces pays en Afrique. Et on voit la variabilité au sein de chaque pays de l'épidémie. Mon deuxième champ porte sur la question de l'homosexualité et du VIH en Afrique subsaharienne. Pendant longtemps, et dès les années 80, on a décrit les épidémies africaines comme hétérosexuelles et maternofœtales, c'est-à-dire avec une transmission de la mère à l'enfant. Et il n'y a donc pas eu d'études épidémiologiques auprès d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, HSH, qui est le sigle qu'on utilise le plus souvent. Il faut attendre 2004 pour que soit réalisée une première enquête épidémiologique avec mesure de la prévalence du VIH auprès de HSH en Afrique. C'était en 2004. Et cette enquête sera répétée en 2007 dans le cadre du projet Helios, évaluer les interventions auprès des homosexuels masculins au Sénégal, porté par Annabelle Degré-Duloup ici présente, et dans lequel j'ai pu réaliser un postdoctorat. L'enquête va notamment mettre en évidence la forte vulnérabilité des homosexuels masculins, avec une prévalence du VIH de plus de 20%, alors qu'elle est inférieure à 1% en population générale. Et mes travaux personnels en particulier vont montrer les forts taux de bisexualité et la grande diversité des profils d'homobisexualité parmi les enquêtés.
Au milieu des années 2010, les enquêtes auprès d'homosexuels masculins vont se développer et dans ce contexte-là, on va prendre conscience du caractère concentré des épidémies africaines. Certes, on a des prévalences de 1 à 3% population générale, mais il y a une concentration dans des populations clés, homosexuels masculins, et on va remettre en avant la question des travailleuses du sexe qui avait été un temps un peu oubliée sur le continent. Et d'ailleurs, dès 2013, l'OMS va promouvoir un dépistage dit communautaire. En fait, j'ai continué à travailler sur la question des homosexualités en Afrique et avec Christophe Broca, anthropologue, nous avons mené depuis 2010 une veille scientifique des publications sur les homosexuels masculins en Afrique. Récemment, nous avons conduit une grosse synthèse de littérature sur les indicateurs qui doit paraître prochainement dans un ouvrage de l'INED. Nous montrons notamment que sur la mesure des orientations sexuelles dans les enquêtes, il y a une disjonction entre orientation sexuelle déclarée, l'identité des personnes, le pôle identité sexuelle qui traduit le sexe des partenaires sexuels et l'attirance sexuelle. Ce sont des dimensions différentes qui peuvent être certes corrélées mais qui ne se superposent pas. Et la majorité des enquêtes menées en Afrique subsaharienne ont finalement abordé les identités uniquement à partir de catégories occidentales, gays, homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, sans s'intéresser au vocabulaire local. Concernant les identités de genre, elles commencent à émerger dans les enquêtes au tournant des années 2010, avec une grande hétérogénéité sur la manière de les mesurer. Mais on voit émerger une catégorie transgenre, mis également en avant par des acteurs comme l'UNICEF ou d'autres agences onusiennes comme nouvelle cible de la lutte contre le VIH, mais en fait, population qui est insuffisamment contextualisée. Or, dans nombre de pays, des travaux anthropologiques montrent qu'une majorité des homosexuels masculins ne fait pas de distinction entre expression de genre, identité de genre, rôle sexuel ou encore orientation sexuelle. Cela va amener Christophe Broca et moi-même à développer le concept d'orientation sexuelle genrée dans un article en cours d'évaluation pour être publié et qui est développé notamment à partir des figures ivoiriennes du Woubi et du Yossi, deux termes Wolof qui vont renvoyer plutôt à un homosexuel viril, assez masculin, qui aurait un rôle actif et qui serait le Yossi, et la figure d'un homosexuel plus efféminé, plus féminin dans ses pratiques et plus passif, qui serait la figure du Woubi. Et en fait, on est vraiment à l'intercroisement entre orientation et identité de genre. Par la suite, j'ai été amené à travailler sur le dépistage et le traitement universel. Pour comprendre ce concept, il faut savoir que pendant longtemps, nous n'avions pas de traitement efficace contre le VIH et jusqu'au milieu des années 90, SIDA était égal à mort. Il faut attendre 96 pour qu'arrive la révolution des trithérapies, des combinaisons de 3 molécules, dont des antiprotéases, qui vont permettre d'avoir un impact énorme sur la baisse de la mortalité et de la morbidité. Mais ces traitements vont rester longtemps inaccessibles en Afrique pour la majorité des personnes vivant avec le VIH. En fait, il faut attendre l'arrivée de nouveaux mécanismes de financement innovants et la création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, puis en 2003 la création du programme américain PEPFAR, pour que commencent à partir de 2004 les premiers programmes d'accès gratuit aux antirétroviraux en Afrique subsaharienne. En 2003, seules 100 000 personnes recevaient un traitement en Afrique. On est monté à 5 millions en 2010, puis à 19,5 millions en 2020. Mais cela va entraîner une baisse massive des décès liés au sida et une augmentation d'espérance de vie visible en population générale. Dès 2020, on suspectait que la charge virale, qui mesure la concentration du virus dans l'organisme des personnes infectées, pouvait avoir un lien avec la transmission sexuelle et c'était suggéré notamment par l'étude Racaille en Afrique de l'Est. Avec un traitement, la charge virale des personnes va descendre, voire disparaître. On parle de charge virale contrôlée et à ce moment-là, les personnes ne transmettent presque plus le virus, même s'il faut attendre 2008 pour que des médecins suisses fassent une déclaration qu'on appellera la déclaration suisse et affirme que les personnes vivantes avec le VIH, avec charge contrôlée, ne transmettent pas le virus. C'est le concept de U égale U, undetectable equal untransmissible. Si on applique ce concept en termes de santé publique, c'est la question que s'est posée Roy Ben-Kranich dans un modèle publié en 2009 et qu'on s'intéresse à un pays comme l'Afrique du Sud où plus de 20% de la population est infectée. Si on dépistait 90% des personnes tous les ans et si 90% des personnes dépistées recevaient un traitement, pourrait-on éliminer l'épidémie? Et leurs modèles disent oui, on pourrait éliminer l'épidémie en Afrique du Sud en seulement 20 ou 30 ans. Et en 2011, l'effet U égale U sera confirmé par l'essai HPTN 052. Et donc, dans ce contexte-là, on a commencé à parler, peut-être qu'on pourrait atteindre la fin du sida, et vous avez ici une couverture de The Economist en 2011. En fait, dès la déclaration suisse en 2008, plusieurs chercheurs
dans le monde et notamment en France, on commençait à réfléchir sur peut-on essayer de mettre en œuvre et expérimenter l'approche dépister et traiter. Et ce sera le cas avec le projet ANRS TASP pour Treatment as Prevention, qui a été mené en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, entre 2011 et 2016, et pour lequel j'étais en affectation 4 ans à Mtuba-Tuba, dans le KwaZulu-Natal. C'est une zone rurale, une zone pauvre. Un adulte sur 3 est infecté par le VIH. Et on a finalement une proportion de personnes dépistées sous traitement qui est relativement faible, car beaucoup de personnes ne vont pas dans les soins. Nous avons implémenté un dépistage universel à domicile tous les 6 mois, et cet essai a donc suivi plus de 28 000 personnes pendant 3-4 ans. Et ont été mis en place, en termes de traitement universel, des cliniques de proximité pour les personnes séropositives, 22 cliniques dans les 22 zones de l'étude. C'était un essai randomisé avec donc 2 fois 11 zones d'études. Dans la moitié de ces zones, les personnes séropositives se voyaient proposer un traitement immédiatement pour le bénéfice d'éviter la transmission du VIH. Et dans le bras contrôle, les personnes recevaient un traitement selon les recommandations nationales. Donc, une fois que leur état se dégradait, que leur nombre de CD4 passait sous 350, puis 500. Alors, je vais résumer très rapidement les résultats de cet essai, mais sur l'indicateur principal, qui était est-ce que l'incidence qui mesure les nouvelles infections entre les 2 bras sera-t-elle différente? Eh bien, pas de différence entre les 2 bras de l'essai. Sauf que la question qui est posée par cet essai, c'est est-ce que le traitement immédiat versus le traitement différé a un impact populationnel en termes d'incidence? Et finalement, ce n'est pas la bonne question, comme je pourrais le montrer avec mes propres travaux où j'ai reconstruit jour par jour les trajectoires individuelles des participants en termes de résidence, de statut VIH et de soins. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'on va avoir un gros impact sur le pourcentage des personnes séropositives sous traitement avec charge virale contrôlée, mais ça va monter de 24 à 46% dans le bras intervention et de 26 à 45% dans le bras contrôle, c'est-à-dire de manière similaire. Et je vais pouvoir montrer, en désarticulant tant calendaire, tant de l'essai et tant individuel, que c'est principalement dû à la stratégie de dépistage répété. Or, nous l'avons mis en place dans les 2 bras de l'essai. Et le dépistage répété ou dépistage universel a un effet important, pas seulement pour identifier des nouvelles personnes qui sont séropositives, mais aussi et surtout pour identifier des personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus en soins et les référer vers le soin. Il y aura eu 3 autres grands essais sur la question utilité en Afrique de l'Est et australe, dans un consortium UT3C dans lequel je travaille et représente les CETASP, et qui vont montrer des résultats similaires. Les principaux gains sont dus au dépistage universel. Alors, étonnamment, dans le même temps, il ne faudra pas attendre la fin de ces essais pour que les recommandations internationales évoluent. Dès 2014, l'ONU-SIDA va fixer un objectif qui dit 90-90-90, qui vise à ce que 90% des personnes séropositives soient diagnostiquées, 90% des personnes diagnostiquées soient sous traitement et 90% des personnes sous traitement avec une charge virale contrôlée. Et si ça vous ne rappelle rien, c'était les hypothèses du modèle de Greenwich. En 2015, 2 essais cliniques majeurs, Tempranon en Côte d'Ivoire et START à l'international, vont montrer qu'il y a un bénéfice individuel à démarrer un traitement le plus tôt possible, car ça réduit pour les personnes elles-mêmes leur morbidité et leur mortalité. Et donc, du coup, dans la foulée, l'OMS va recommander le traitement antirétroviral pour tous, donc, ce qui est déjà ce qu'on mettait en place dans les essais UTT au titre du bénéfice populationnel, mais qui arrive finalement au cours de ces essais. En 2021, néanmoins, à l'issue des 4 essais, on va réussir à entraîner avec le consortium une discussion avec le conseil scientifique de NUCIDA et à pousser NUCIDA à prendre position avec un document Universal Test and Connect. Et ce qu'on se rend compte, c'est que s'il n'y a plus débat international pour savoir est-ce qu'il faut traiter tout le monde, c'est acquis, il y a un débat sur faut-il mettre en place du dépistage universel dans un contexte de raréfaction de ressources et où les bailleurs internationaux cherchent au contraire à faire plus en plus de ciblage. Ce qui m'emmène à rediscuter la question des stratégies de dépistage, notamment en Afrique de l'Ouest. Dès 1987, l'OMS va poser les bases du dépistage du VIH, qui est un dépistage exceptionnel, car on est face à une maladie mortelle sans traitement curatif à ce moment-là. Et donc, les bases du dépistage du VIH vont être un conseil individualisé pré- et post-test, un consentement éclairé, un dépistage confidentiel ou anonyme, et surtout un caractère volontaire, la liberté de refuser, et un dépistage où ce sont les personnes qui font la démarche d'aller se faire dépister. Dans les années 90 en Afrique, on va voir l'ouverture de centres de dépistage volontaire, mais ça restera largement insuffisant pour couvrir les besoins et une majorité de personnes ne connaîtront pas leur statut. Sauf que
À partir de 2004, quand les programmes antirétroviraux vont être disponibles en Afrique subsaharienne, la situation change et il faut repenser le dépistage puisque maintenant, on a une solution à proposer aux personnes diagnostiquées séropositives. Et donc, dès 2007, l'OMS va faire la promotion du conseil et dépistage à l'initiative des prestataires, le CEDIP, où on inverse la situation. On est sur un dépistage qui est proposé aux personnes. On parle d'une approche opt-in par opposition au opt-out, notamment dans les structures de santé où les soignants doivent proposer le dépistage. Et ça inclut notamment tous les programmes de prévention de la transmission mère-enfant qui se sont développés sur la même période. De même, on l'avait vu, en parallèle, en 1997, l'OMS va commencer à développer aussi des stratégies de dépistage à base de tests rapides. La nouveauté avec ces tests rapides, c'est qu'ils vont permettre la délégation des tâches. C'est-à-dire que tout d'un coup, il devient possible que des acteurs communautaires qui ne sont pas professionnels de santé puissent être formés de manière spécifique et puissent réaliser eux-mêmes du dépistage. Alors, ça va prendre du temps à ce que la délégation des tâches arrive en Afrique de l'Ouest, suivant les pays, et ça va aller conjointement avec la promotion du dépistage communautaire en 2013, puisqu'on est dans le courant des années 2010 à réaliser qu'il faut cibler spécifiquement les populations clés. Et donc, du coup, durant ces décennies, on va voir le développement d'activités qui vont cibler les travailleurs du sexe et les homosexuels masculins, avec du dépistage dit hors les murs, des approches aller vers, en dehors des structures de santé, notamment pour ces populations clés et financées par le PEPFAR et le Fonds mondial. Ce qui va m'amener au projet DOTSI, premier projet de recherche sur lequel j'étais investigateur principal, mené entre 2013 et 2019 en Côte d'Ivoire et qui portait sur la demande et l'offre de dépistage du VIH et des hépatites virales en Côte d'Ivoire. J'ai poussé à ce qu'on ait un projet avec des approches mixtes, 3 volets qualitatifs, une étude qualitative dans les structures publiques de santé, une ethnographie du dépistage hors les murs, une analyse sociopolitique de la mise en œuvre locale des politiques publiques, et puis, en matière d'enquête quantitative, une véritable innovation, l'arrivée d'enquêtes par téléphone, avec la première enquête africaine représentative par téléphone en population générale, une enquête auprès de soignants et une enquête auprès d'homosexuels masculins qui adopte une approche dite respondent-driven sampling, où les enquêtés sont invités à recruter d'autres enquêtés. Je ne peux pas présenter tous les résultats, mais sur le dépistage communautaire, un des résultats mis en évidence par notamment Maxime Engels, qui était doctorant que j'ai co-encadré avec Annabelle Degré-Duloup sur ce projet, issu de l'enquête DOTSI. Ce qu'on montre, c'est que parmi les homosexuels masculins enquêtés, seuls 37% avaient déjà visité un site communautaire pour du dépistage. Ceux qui y sont allés ont une satisfaction très élevée, sont prêts à y retourner. Mais quand on pose à tous la question « Où préférez-vous aller pour faire un test de dépistage ?» Une structure dédiée ou une structure tout public? Un tiers seulement préfère une structure dédiée pour les homosexuels masculins, un tiers n'a pas de préférence et un tiers préfère une structure tout public parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme homosexuels s'ils vont dans une structure communautaire et c'est plus souvent des personnes qui sont hors milieu et en recherche de discrétion. Ce que ça montre surtout, et c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans un certain nombre de rapports, c'est le one size doesn't fit all, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour couvrir l'ensemble des populations et que les populations clés sont des populations hétérogènes. Un autre résultat, notamment développé avec Anne Becklink, sur des prestataires sous pression, 2014 marque au sein du PEPFAR l'arrivée du New Public Management, une pensée qui est très en vogue encore aujourd'hui au niveau politique international, qui s'accompagne d'une rationalisation des ressources financières, d'une révision annuelle des objectifs à atteindre par les différentes ONG qui n'ont pas le temps de s'adapter, avec un ciblage de plus en plus accru sur des sous-populations spécifiques par zone géographique précise, et avec un indicateur de performance qui est le rendement, le yield. Alors, dans le dépistage, le rendement, c'est le taux de positivité. Grosso modo, idéalement, il ne faudrait dépister que des gens qui sont séropositifs. Ce qui veut dire qu'on va avoir des stratégies mises en place de ciblage des gens à dépister, mais qui vont être au détriment de la couverture du dépistage, puisque des personnes qui auraient eu besoin d'un test vont passer au travers des mailles de ce filet, et on a donc un décalage croissant avec les réalités de terrain. Mon parcours m'a ensuite amené à enchaîner sur la question de la prévention, et notamment de la PrEP. Pendant longtemps, les stratégies préventives en Afrique subsaharienne ont été limitées aux approches dites ABC, abstinence, Be Faithful, fidélité, et condom, le préservatif. Et notamment, le PEPFAR a longtemps fait la promotion uniquement de l'abstinence, ce qui sera fortement critiqué dans les années 2000. Et la critique sera entre autres portée par l'arrivée d'un nouvel acteur privé qui est la fondation Bill et Melinda Gates, qui va justement s'attaquer contre les programmes d'abstinence.
Les années 2000 voient un élargissement. Alors, il y a les programmes de prévention de la transmission mère-enfant. On va montrer en 2005 que la circoncision masculine réduit le risque de transmission de la femme vers l'homme et des programmes vont se développer uniquement en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Le traitement des IST a aussi été expérimenté, le traitement post-exposition, mais la révolution principale, elle arrive au milieu des années 2010. Après, au début de la décennie, il y a eu pas mal d'essais sur la PrEP. Donc, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, un traitement antirétroviral que l'on donne à des personnes séronégatives pour éviter qu'elles ne s'infectent. Pendant longtemps, ces essais n'ont pas été très efficaces, mais parce que les gens ne prenaient pas correctement le traitement. Et puis, fin 2014, deux essais importants, l'essai Hypergay en France et l'essai Proud en Angleterre, vont montrer une efficacité de 96% chez des homosexuels masculins. Et la PrEP sera recommandée par l'OMS pour les populations les plus exposées dès 2015, en même temps que la recommandation du traitement universel. Dans ce contexte-là, d'un essai Hypergay très efficace qui s'est arrêté plus tôt, il restait un reliquat de financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Et j'ai été approché à ce moment-là par la NRS pour réutiliser ce financement et évaluer l'intérêt d'un essai clinique de non-infériorité de PrEP continue versus PrEP prise de manière intermittente chez les travailleurs du sexe en Côte d'Ivoire. Donc une question extrêmement clinique, mais forcément chercheur de sciences sociales, dans ce travail exploratoire, sur la faisabilité, j'ai voulu mener une enquête qualitative ainsi qu'une enquête quantitative par questionnaire et une mesure d'incidence dans la population. Ce qu'a montré Prepsi, l'étude en question, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un essai clinique et que la question de la non-infériorité de schéma n'était pas une question pertinente. Par contre, il y a des besoins non couverts en santé sexuelle et reproductive très importantes dans cette population de travailleurs du sexe. La PrEP re-questionne parce que finalement, être travailleuse du sexe devient une condition chronique pour laquelle on met en place un suivi médical chronique, trimestriel. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse sur la question de l'hépatite B, puisque la PrEP orale repose sur un médicament qui est le tenofovir. Ce même tenofovir est utilisé pour le traitement de l'hépatite B. Si vous avez le VIH, vous êtes sur un programme PrEP, le tenofovir est gratuit. Si vous avez l'hépatite B, vous devez le payer. Et donc là, il y a une question éthique qui se pose. En fait, il faut changer la perspective, sortir de ce qu'on faisait dans les essais, c'est-à-dire des gros programmes de PrEP dans lesquels on mettait plein de services additionnels pour passer sur des programmes centrés sur une population élargie en santé sexuelle dans laquelle la PrEP est l'une des composantes proposées. Et c'était le cas du projet Princesse, financé par la NRS, projet que je co-dirige avec le professeur Éolier, qui a commencé en 2018 et la cohorte continue jusqu'en mi-2023, qui porte donc PrEP, infection sexuellement transmissible, contraception, hépatite B, santé sexuelle pour les travailleurs du sexe en Côte d'Ivoire. C'est une cohorte interventionnelle monobras dans la région de San Pedro en Côte d'Ivoire, une des régions où il y a un grand port et une grosse production café-cacao avec une mobilité importante. C'est un projet qui repose sur des cliniques mobiles qui agissent directement sur les sites de prostitution, avec donc une offre de dépistage et de traitement élargi, VIH, hépatite B, IST, offre de PrEP et de contraception. Alors, l'essai est toujours en cours, on a plein de résultats sur lesquels on est encore en train d'analyser, mais ce qu'on voit essentiellement, c'est que la PrEP, ce n'est pas l'outil magique qui va permettre de régler tous les enjeux de prévention et qui va permettre d'éliminer l'épidémie. Ça ne marche pas pour toutes les populations. Chez les travailleuses du sexe, on a une forte mobilité qui va réduire le suivi dans les soins et qui va aussi réduire l'engagement dans la PrEP. Le bénéfice personnel n'est pas toujours perçu. On est face à une population qui est pauvre, dont l'enjeu est faire de l'argent. Et il y a un bénéfice qui est très indirect finalement sur l'offre de santé que l'on met en place. Il s'agit d'un médicament que l'on prend sans être malade tous les jours et qui apparaît pour certaines fatigant, voire inutile. Et on a un suivi médical qui est beaucoup trop lourd. Il faut qu'on repense notre manière de proposer ce genre de service. Et donc, du coup, une des réflexions qu'on a de plus en plus, c'est peut-on essayer de simplifier, passer à des visites annuelles qui permettent de faire un check-up que de temps en temps. Et en fait, cette réflexion sur la simplification de la prévention, elle émerge aussi au niveau international, puisque en juillet dernier, l'OMS a sorti de nouvelles recommandations pour la PrEP, avec justement plusieurs schémas de simplification. Et puis, on a des nouveaux outils qui arrivent, avec de la PrEP injectable ou des implants. Aujourd'hui, c'est du carbotegravir en injection tous les 2 mois, mais on devrait avoir bientôt des outils qui permettraient d'avoir une prévention pour 6 mois, pour 12 mois. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait avoir des formes avec juste une visite unique en début de saison de travail du sexe qui couvrirait, qui protégerait les femmes pendant 6 à 12 mois. Enfin, le dernier grand sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est la question de l'autodépistage. Alors, les autotests de dépistage du VIH, alors, c'est bizarre, mais en fait, depuis la Covid, les gens savent beaucoup mieux ce que c'est qu'un autotest. Je pense que c'est que tout le monde en a expérimenté. Mais c'est donc un dispositif médical
où un individu réalise lui-même la collecte d'un échantillon, sanguin ou oral, va réaliser le test et va devoir lire et interpréter tout seul le résultat de son test. Alors, ils sont arrivés en France au cours des années 2000 et ils sont au niveau international recommandés depuis 2016 par l'OMS. Ils vont commencer à être déployés massivement en Afrique australe avec United. Donc United, en fait, c'est une agence onusienne, une agence internationale qui est financée par la taxe sur les billets d'avion créée par Chirac et dont le but, c'est de mettre en place des gros programmes. Le premier programme, c'était 500 000 tests distribués en 3 ans. En achetant 500 000 tests, on fait baisser le prix du test et on permet de développer la mise en œuvre des politiques. Alors, à un moment donné, United a lancé un appel d'offres pour déployer l'autodépistage en Afrique de l'Ouest. En France, l'ONG Soltis a voulu se positionner. C'est là où nous avons été contactés et nous avons monté donc un consortium Soltis et IRD pour le projet Atlas mené entre 2018 et 2022 qui visait en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal à déployer à moyenne échelle l'autodépistage. C'est avant tout un projet de mise en œuvre. Pour comprendre, c'est 30 partenaires associatifs sur le terrain, 3 ministères de la Santé, 1400 agents dispensateurs qui sont formés et plus de 400 000 kits d'autodépistage distribués en 3 ans. Donc, c'est avant tout un programme de passage à moyenne échelle de mise en œuvre dans lequel il y avait une composante de recherche que j'ai coordonnée avec 6 volets de recherche, des enquêtes qualitatives, quantitatives, un volet coût, un volet modélisation. Alors, pour comprendre la stratégie qu'on a mise en œuvre, et là, j'ai envie de faire mon démographe, c'est de penser en pourcentage et de penser en taille de population. Souvent, les programmes sont pensés à partir de la prévalence, pourcentage de la population qui est affectée par le VIH. Vous avez ici des chiffres pour la Côte d'Ivoire en 2018, qui viennent d'un modèle développé par l'équipe de Mathieu Mayo-Giroux et ses collègues. On a des prévalences élevées en Côte d'Ivoire dans les populations clés. MSM, c'est homosexuel masculin sur la gauche, 15,6%. Female sex workers, travailleuses du sexe, c'est 12,3%. Chez les femmes en population générale, on est à 3,4%. Dans leur modèle, ils avaient pu faire la distinction entre les hommes population générale et les clients de travailleuses du sexe. Et on voit que les hommes en population générale, c'est assez faible, 0,4%. Et en fait, ça monte à 6,6% chez les clients. Et les politiques en général, avec ces données-là, disent qu'il faut cibler les populations clés en priorité. Sauf que si on regarde la taille des populations, l'image que l'on a de l'épidémie est complètement différente. Vous avez ici le même graphique, mais la largeur des barres correspond en taille. Et si on regarde comment se distribue la population des personnes vivant avec le VIH, eh bien, les populations clés ne représentent que 9 à 10% des personnes infectées. Et la moitié, ce sont les femmes en population générale. Et 37%, un gros tiers, ce sont du coup des hommes en population générale, surtout des clients. Et donc, en fait, l'Afrique de l'Ouest a des épidémies qui sont mixtes, qui sont certes concentrées dans certaines sous-populations, mais les niveaux en population générale sont tels qu'en termes de volume, ça représente beaucoup de monde. Et donc, on ne peut pas penser que par l'entrée population clé. En fait, et c'est un concept sur lequel je tourne autour depuis maintenant 4-5 ans, c'est celui des populations périphériques. Il faut les intégrer dans les programmes. Ce sont les membres excentrés des populations clés, ceux qui ne veulent pas aller en dépistage communautaire. C'est les individus connectés aux populations clés par leurs réseaux sociaux et ou sexuels, les clients des travailleurs du sexe, leurs partenaires réguliers, les partenaires femmes des homosexuels, des homos bisexuels. Et donc, il faut qu'on puisse toucher des populations qui sont moins facilement identifiables sur le terrain. Or, l'intérêt, c'est que l'autodépistage permet quelque chose de nouveau en termes de dépistage. On peut donner des kits de dépistage à des personnes pour leur propre usage, mais on peut leur donner des kits d'autodépistage pour qu'elles les redistribuent à leur connaissance, à leurs partenaires et à leur entourage. Et donc, on peut essayer de diffuser au-delà des personnes que l'on voit sur le terrain. Ce que montre Atlas, on a eu beaucoup d'activités, notamment auprès d'homosexuels masculins et de travailleurs du sexe, mais en promouvant cette distribution secondaire voire tertiaire, c'est que la distribution secondaire est faisable. Une TS au Mali nous a dit « J'ai aussi un client chez qui je me rends. Je lui ai donné 3 kits parce qu'il a montré qu'il a une autre partenaire. Donc, il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. » On a aussi innové dans Atlas, encore une fois avec une enquête téléphonique anonyme auprès des utilisateurs et des utilisatrices. On montre que parmi les personnes qui ont eu leur kit au départ par un canal qui visait les travailleurs du sexe, la moitié des enquêtés sont des hommes. On arrive à atteindre des partenaires et des clients de travailleurs du sexe. Parmi les personnes qui ont été enquêtées et qui ont reçu leur kit via un canal HSH, qu'on mesurait indirectement dans l'enquête, 10% sont des femmes. Donc en fait, on voit qu'on arrive à diffuser au-delà de notre public primaire. Et surtout, 41% des personnes enquêtées se dépistaient pour la première fois de leur vie, ce qui a un taux de primo-testeurs particulièrement élevé. Ce qu'on voit aussi avec la modélisation, c'est la question de l'impact quand on passe à l'échelle, notamment
Dans les populations clés, si on passe à l'échelle de taux de dépistage, on va réduire le délai entre infection et diagnostic. On a des gros... les gains de dépistage sont surtout dans les populations clés. Par contre, si on tient compte dans les modèles qu'une personne diagnostiquée va entrer en soins, prendre un traitement et donc ne plus contaminer, les gains en termes d'infections qui sont évitées par le passage à l'échelle sont pour plus de la moitié en population générale et donc on arrive à diffuser. Alors, dès 2019, l'OMS, dans ses nouvelles recommandations, a renforcé le taux de dépistage et a aussi fait la promotion des stratégies en réseau. Et puis enfin, plus récemment, et c'est quelque chose qui devrait apparaître prochainement, on voit qu'il y a une nouvelle prise de conscience sur le futur du dépistage, notamment avec une consultation de l'OMS, la Fondation Gates et l'International AIDS Society. Et on voit apparaître une réemphase sur le fait que le dépistage permet aussi de réengager dans les soins des personnes séropositives, permet de lier vers la prévention les personnes séronégatives. Et enfin, on nous propose de ne plus retenir le rendement comme seul et unique indicateur de performance. En synthèse, on voit que l'évolution de la perception et de la compréhension des épidémies africaines s'articule avec l'évolution des politiques de dépistage, de prise en charge et de prévention. Et en fait, l'ensemble de mes travaux de recherche se sont toujours articulés avec l'évolution de la réflexion autour de ces politiques. Aujourd'hui, on dispose d'outils efficaces et de dispositifs innovants qui pourraient nous permettre de penser qu'on atteindrait enfin la fin du VIH. Mais tous ces dispositifs efficaces seront inefficients si on ne tient pas compte des barrières structurelles et sociétales dans leur mise en œuvre, et notamment les freins pour les populations. Et donc, on a encore un besoin urgent et croissant de recherche interventionnelle et en sciences sociales dans ce domaine. Je vous remercie.